C'est ici, sur le haut plateau de Chinhae, dans le massif de l'Himalaya, que naît le Mékong. Pour les Tibétains de cette région austère, ces montagnes sont sacrées. Ils considèrent que depuis la nuit des temps, elles s'unissent aux cieux pour donner naissance à de nombreuses sources d'eau, cristallines, bénies des dieux. On dénombre plus de 400 cours d'eau qui vont se réunir d'abord en deux grands bras, puis en une seule rivière, à Kangdu, ville située près de la montagne Jifu, à 5200 mètres d'altitude. D'innombrables temples sont installés sur ces rives. Ces sentinelles spirituelles évoquent ouvertement le bouddhisme qui est omniprésent ici. La très grande majorité des 70 millions de riverains sont bouddhistes. Il faut savoir que le Mékong est sacré. Les cérémonies aquatiques en sont les plus fervents témoignages. Tout au long de son parcours de près de 5000 km, c'est l'un des plus longs fleuves du monde, les dieux protègent ce fier capitaine des eaux. Les moines savent que les eaux du fleuve sont une offrande quotidienne et nourricière des dieux aux hommes. Mais le but reste le même, irriguer un bassin d'un peu plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, le Grand Mékong, afin de faire vivre un territoire égal à la moitié de l'Europe. Les dragons, symboles de la force divine, et les fleurs, signes de la beauté de la création, se donnent rendez-vous à l'occasion de nombreuses festivités. Les 320 millions d'habitants du Grand Mékong forment ainsi un peuple naturel autour du fleuve. À l'origine, c'est l'ethnie Thaï qui a donné son nom Makong, ce qui signifie la mère de tous les fleuves. Aujourd'hui, il va épouser un nom différent selon les pays qu'il traverse. Le jeune Mékong s'appelle Langkang en Chine, avant d'adopter le nom adulte de Mékong en Birmanie, au Laos, au Cambodge et en Thaïlande. Au Vietnam, enfin, il va s'appeler Dulong, la rivière aux 9 dragons, qui évoque les 9 bras de son delta. Tout au long de son parcours, cette âme du sud-est asiatique est porteuse de 1000 secrets. Nous commençons notre voyage le long du Mékong au cœur de la forêt tropicale du Laos. C'est un pays d'un peu plus de 6,5 millions d'habitants, sans accès direct à la mer et entouré des 5 autres États formant le sextoire du Mékong. Le pays s'étend du nord au sud sur 1000 km, des confins de la Chine à la frontière du Cambodge. Les montagnes et les hauts plateaux occupent plus de 70% de ce territoire. Il est recouvert à plus de 50% de forêt. Ici, le Mékong est peu navigable en raison de son débit irrégulier. Le Mékong assure une irrigation permanente, ce qui permet à certaines ethnies de vivre encore selon des rites ancestraux au sein de communautés villageoises isolées du reste du monde. Tout
Tout en vénérant la forêt et les arbres, nombreux sont les membres de ces populations à vivre encore de la cueillette, de la pêche et de la chasse, comme si pour eux le XXIe siècle était encore loin. Ce village comprend 60 familles et la ville la plus proche est à 30 km. Les villageois n'ont d'autre moyen que d'y aller à pied. Ce matin, comme Somme, l'un des 4 chefs de ce village, part à la chasse. Saint-Esprit, je vais chercher de quoi manger dans la forêt. Ne te sens pas dérangé. Bénis-moi, je t'en supplie, pour m'aider à trouver assez de nourriture et rentrer chez moi sain et sauf. Sa proie ce matin est le crabe des forêts. Sa capture demande beaucoup de doigté. On trouve ce crustacé sous des formes les plus diverses dans de nombreuses recettes de la cuisine lao, le plus souvent en compagnie d'herbes sauvages et de riz gluant. Elle est vraiment immense, cette forêt tropicale. Oui, vraiment immense. Ça prend des jours et des jours pour en sortir. Attraper des crabes, c'est facile. Et à part eux, il y a plein d'autres choses à manger ici. Oui, il y a vraiment plein de choses à manger. Kamson nous rappelle que la forêt vierge qui l'entoure comporte une biodiversité exceptionnelle, assurant depuis très longtemps aux habitants de son village une indépendance alimentaire enviée par ses compatriotes vivant en milieu urbain. Le pays compte parmi les plus pauvres de la planète et plus de 70% de la population vit en dehors des villes. Sa femme prépare le repas quotidien selon les méthodes transmises par sa mère pendant que lui s'occupe du feu, comme le faisaient ses ancêtres. Kamson et les autres villageois ont toujours réussi à bien s'entendre avec la forêt. Elle leur apporte nourriture et protection en échange d'un respect et d'une vénération sans égale. Où t'as trouvé ces crabes? Dans le petit bois devant le village. Il y en avait beaucoup? Non, ça m'a pris une demi-journée de travail. C'était difficile? Oui, j'ai beaucoup creusé. Je ne peux plus lever mes bras, ils me font tellement mal. Qu'est-ce que tu fais demain? Pêcher, je pense. Où ça? Là-bas, à la rivière, près du village. Il y a bien moins de crabes qu'avant. Ils sont durs à trouver. Désolé, je ne peux pas t'aider plus, je m'occupe de la maison. Oui, la nourriture, c'est moi.
Un peu plus au nord, en bordure de la forêt tropicale, mais cette fois-ci dans la province du Yunnan en Chine, nous nous intéresserons à la vie d'un village de Dai, l'une des 56 ethnies que compte le pays. Les Dai ont vécu au bord du Mékong depuis des siècles. Nous rencontrons Bo Guangjiao, qui lui aussi vit de la forêt. Il a longtemps vécu avec sa famille en pleine forêt, mais le village entier a été déplacé pour qu'on y installe une réserve d'animaux sauvages, éléphants et tigres en particulier. Aujourd'hui, il a réussi sa reconversion et vit de la culture du caoutchouc. Comme Bo Guangjiao et sa famille, de nombreux Chinois de la province du Yunnan ont été incités ces dernières années à quitter forêts et montagnes peu accessibles pour s'intégrer au tissu de la vie économique et sociale au cœur de nouvelles infrastructures. Nous avons 2 arts de champ de caoutchouc qui nous rapportent entre 30 et 40 000 yuan par an. Le village en a environ 200. Chaque ménage a un téléviseur couleur, un réfrigérateur, une moto et un tracteur. Notre vie est bien meilleure. Pour livrer à l'usine le caoutchouc récolté, Bo Guangjiao peut soit l'apporter quotidiennement sous forme liquide, soit le transformer en galettes et ne faire qu'1 à 2 livraisons par mois. Comme l'usine est éloignée et lui sans moyen de transport, il opte pour la deuxième solution, même si le prix payé par l'usine est diminué du fait du conditionnement en galettes. La cuisine Dai regorge de recettes dont les pousses de bambou sont à la base de nombreux plats favoris des habitants de ces forêts. Ils se serviront aussi des bambous frais pour cuire le riz et pour conserver l'eau. Enfin, leurs longs tubes serviront en l'état pour la construction ou pour édifier des clôtures. Une fois coupées, les lames sont souvent utilisées comme matière première pour créer des ustensiles de la vie quotidienne, comme des corbeilles ou des matelas d'été. Mais pour l'heure, des préoccupations plus terre à terre lui occupent l'esprit. Il rêve d'acheter une camionnette pour livrer son caoutchouc plus fréquemment. En plus, il pourrait commencer à transporter des personnes et d'autres marchandises, ce qui le rendrait moins dépendant du seul revenu du caoutchouc. Je voudrais l'acheter à Kunming. Là-bas, les prix sont les meilleurs. Quand on aura une camionnette, ce sera bien plus facile pour nous. À Kunming, il y a des prix plus intéressants qu'à Jinhong. La différence est de 1 ou 2 000 yuan. Avec un copain, on ira chercher la voiture. Soyez prudents. Quand est-ce que vous partez? Le 26, et on revient le 30. On restera qu'un seul jour à Kunming. On n'aura même pas le temps de visiter. Au début de la partie méridionale du Mékong, nous sommes encore dans le Yunnan en Chine, mais très vite en Birmanie, au Laos, au Cambodge, puis en Thaïlande, s'étend une forêt tropicale aux dimensions exceptionnelles. La végétation est si dense que le fleuve ne se remarque que quand son lit s'étale en largeur et pour faire naître une vraie clairière aquatique. Dans le sud-est asiatique, profondément imprégné et nourri grâce aux eaux sacrées venues du Tibet, les plantes qui poussent ici, dans une sorte de paradis terrestre, ont proliféré depuis des millénaires, jusqu'à créer une biodiversité incomparable. C'est ici, par exemple, qu'est né l'arbre à thé, Camellia sinensis, mais aussi le caoutchouc, Ficus elastica, qui produit le latex. Ce dernier est un grand arbre du genre figuier à croissance rapide, pouvant atteindre ici jusqu'à 40 mètres de haut.
C'est d'abord l'eau du fleuve et celle de ses affluents qui fournissent en abondance aux plantes et aux animaux de la forêt l'humidité qui leur est indispensable. La brune tropicale, se glissant parmi les arbres, apporte elle aussi son lot de fraîcheur. Enfin, quand arrive la saison des pluies, réveillées par de légers éclairs ponctués de tonnerres assourdissants, les eaux du ciel viennent opportunément renforcer l'humidité. Pendant 6 mois de l'année, les pluies vont régner en maître et maintenir une chaude et brumeuse saturation. La période suivante connaîtra un temps clair et sec, les 2 saisons créant dans leur alternance tropicale un écosystème unique au monde. Après le déluge, il est temps pour les animaux en tout genre, comme pour les libellules, les parulines, les chenilles ou encore les escargots des bois, de reprendre possession de leur espace vital et de réaffirmer leur spécificité au sein d'une flore et d'une faune d'une exceptionnelle richesse. Mais chacun doit lutter en permanence pour sa survie. Ce serpent venimeux, appelé fer de lance asiatique, en sait quelque chose. Parfois, il doit patienter longtemps avant qu'une proie possible croise son chemin. Cette plante carnivore, népante, nous rappelle que cet univers, aussi beau qu'il soit, est en réalité impitoyable. De très nombreuses espèces endémiques se partagent cet habitat et participent à leur manière au maintien d'une diversité animale incroyable. On imagine aisément que l'amoindrissement de la surface de la forêt menace sérieusement cette diversité. La canopée tropicale est le refuge de toutes sortes de singes, comme ces gibbons ou encore les macaques. Située à environ 30 mètres au-dessus du sol, la canopée est la couche supérieure de la forêt et constitue l'interface entre elle et l'atmosphère. Elle fonctionne comme un capteur solaire permettant l'ensemble du fonctionnement forestier. C'est là que la production végétale est la plus importante en ce qui concerne les plantes à glandes, les fleurs, le nectar, les fruits, les graines. Et du coup, toute une faune spécifique s'associe à la vie dans la canopée. Insectes, oiseaux, mammifères, tels que les ours qui se délectent ici de miel sauvage. Cette paire de calao-bicornes apprécie particulièrement insectes et petits vertébrés, tandis que les éléphants herbivores se gavent de tendres feuillages. L'éléphant d'Asie, plus petit que son cousin d'Afrique, vit au sein de troupeaux de 8 à 10 individus, menés par une femelle âgée qui règne en matriarche. À présent, nous traversons la frontière ouest du Laos pour découvrir la Thaïlande. Ce royaume, jadis appelé Siam, compte 65 millions d'habitants, dont 10% vivent dans sa capitale Bangkok. Grand pays exportateur de riz, de crevettes et d'orchidées, l'agriculture est la maîtresse de l'économie. C'est dans le tiers oriental du pays, le long de la frontière avec le Laos, que l'on trouve ses forêts primaires. C'est ici que nous rencontrons Long Miu, grand maître dans l'art de dresser les éléphants. Dans cette partie du monde, ces grands mammifères sont le plus souvent des animaux domestiques. Ils servent à leur maître de monture ou d'animal de trait dans de nombreuses tâches quotidiennes. Voilà plus de 30 ans que le gouvernement a interdit le commerce de l'ivoire ainsi que la chasse et la capture de l'éléphant d'Asie dans le but de le protéger. Aujourd'hui, Long Miu, 78 ans, a accepté pour nous de remettre en scène une capture traditionnelle d'éléphants sauvages. C'est pour lui une joie de ressortir avec ses camarades d'anciens outils et de se préparer à cet événement qu'ils n'ont plus pratiqué depuis bien longtemps.
C'est dans l'ethnie des Kui, dont il ne reste que 30 000 individus, que s'est développée et maintenue la tradition de capturer et dresser l'éléphant. On y maîtrise parfaitement la fabrication des cordes de capture, l'outil indispensable pour la chasse à l'éléphant. Elles sont faites à partir de lamelles de peau de 3 sortes de buffles et fabriquées de cette façon, elles sont opérationnelles pour un siècle. C'est le départ. Parés de leurs ustensiles d'un autre âge et excités comme des gamins, ces septuagénaires se mettent en route pour une nouvelle aventure qui va les rajeunir d'un quart de siècle. Autrefois, une cinquantaine d'éléphants domestiques participaient aux chasses qui pouvaient durer jusqu'à 3 mois. Long Miu n'avait que 14 ans quand il participait à sa première chasse. Et 15 ans plus tard, il avait déjà capturé 40 éléphants sauvages. Il leur faudra d'abord effectuer une longue marche pour arriver dans une zone isolée, susceptible d'abriter des troupeaux sauvages. La population d'éléphants sauvages d'Asie est estimée aujourd'hui entre 30 et 50 000 individus, alors qu'il y en avait près d'1 million il y a moins de 100 ans. À la fin du siècle dernier, le commerce florissant de l'ivoire avait entraîné une chasse intensive, réduisant considérablement les effectifs. Le cri d'alarme de nombreux biologistes et autres scientifiques du monde entier a fait naître et imposer l'idée qu'il faut protéger sans tarder cette espèce menacée. En s'éloignant des zones d'habitation et en empruntant des chemins sauvages, notre joyeuse troupe de chasseurs augmente ses chances d'atteindre son but. C'est en bordure de forêt, là où l'on trouve des cours d'eau, des rivières et des petits lacs, que l'on a le plus de chances de tomber sur des éléphants sauvages. C'est un jour de chance. À peine arrivé, l'un d'eux aperçoit devant lui un troupeau sauvage. Maintenant, il faut déterminer le sens du vent à l'aide d'une cigarette allumée. Cela permet de savoir de quel côté on peut aborder le troupeau sans qu'il puisse détecter toute présence humaine. Il ne restera plus qu'à prendre position et attendre le moment le plus propice pour lancer l'assaut. De retour au Laos, nous assistons avec Kamson et sa femme à une autre matinée de cueillette en forêt. Cette fois-ci, ce sont les jeunes pousses du bambou amer qui les intéressent. Les gens de son village ne cultivent pas de légumes. En cas de besoin, tout le monde va se servir dans la forêt et les bambous amers sont ceux qu'on y trouve le plus souvent. Qu'est-ce qu'on mettra avec dans la soupe? Les bambous tout seuls, c'est très bon. Sinon, j'irai pêcher du poisson. Trop de monde est déjà passé. Il y en a de moins en moins. Les bambous amers, c'est de plus en plus difficile à trouver. Oh, ça ne m'étonne pas.
Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on pourra manger à la place? Remarque restée sans réplique. Car depuis un certain temps déjà, Kamson se fait du souci concernant l'approvisionnement du village. Mais pour l'heure, un autre projet le préoccupe. Il compte réunir une partie du village pour demander de l'aide. Il doit construire une nouvelle maison et il sait qu'il ne s'en sortira pas tout seul. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Si vous pouviez m'aider, c'est pas facile de construire une maison. Il faut qu'elle soit solide et belle à voir. Vous savez qui je suis, je respecte les autres, je ne fais pas n'importe quoi. De toute façon, une maison, ça se construit pas tout seul. Après, on boira du vin et on fera la fête. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je commence à vieillir. J'aimerais bien avoir une maison décente. Je la laisserai à mes enfants après ma mort. Ils seront fiers de la construction. Et ce sera un exemple pour les jeunes du village. Pour préparer la fête qu'il donnera lorsque sa maison sera terminée, il se met à préparer l'alcool de riz traditionnel avec l'aide de sa famille. Plus vite, ne traînez pas. Je me sens un peu saoul. Ne vous inquiétez pas, mais ne traînez pas. Préparé à base de riz, cet alcool s'appelle ici lao lao. C'est la fermentation qui lui donne une teneur en alcool qui peut atteindre 17 degrés. Il est réputé pour monter à la tête de celui qui n'a pas l'habitude d'en boire. Alors que le Mékong continue d'arroser la forêt de son eau sacrée, une autre activité spirituelle cette fois se prépare. Depuis des siècles, au premier jour du 12e mois du calendrier Lao, on célèbre la fête des arbres. C'est une cérémonie basée sur des croyances animistes selon lesquelles toutes choses, plantes et animaux ont un esprit que l'on doit respecter, que l'on peut vénérer. En l'occurrence, la fête est organisée à la gloire des dieux des arbres. On les implore de protéger le village et de lui réserver un avenir paisible. Pour le chaman, c'est l'heure de prendre les choses en main et de pratiquer un rituel qui remonte aussi loin que l'ethnie elle-même. Saint-Esprit, tout le village est là. Nous avons apporté beaucoup d'offrandes. Paya, Pairi et Paibé. Vous nous entendez? Vous êtes tous là? Oui? Alors on peut commencer la cérémonie. Quand on prend à la forêt, il faut en retour lui donner. Cette philosophie de l'échange est chez ces ethnies au cœur de leurs croyances. Pour que les dieux des arbres en tiennent compte, une telle pratique doit être ritualisée dans ses moindres détails. Les incantations du chaman reprennent des mots et des gestes utilisés par les ancêtres. Les offrandes sont en place, tous les villageois s'apprêtent à communier avec les esprits.
De retour en Thaïlande, les préparatifs de l'assaut vont bon train. Tout le monde se prépare. C'est bientôt l'heure de sortir du repère et de s'élancer à la poursuite du troupeau sauvage. On n'attend plus que le signal du maître. Tout à coup, c'est l'assaut. Il s'agit de séparer les éléphantaux de leur mère. Car les chasseurs ne seront pas en mesure, avec leur vieux matériel, de capturer les adultes. Ces derniers seraient capables de déchirer les cordes et de prendre le large sans aucune difficulté. Une fois séparés de leurs parents, bébés et jeunes pachydermes deviennent des proies relativement faciles. Sauf mauvaise surprise, leur capture par le truchement d'une sorte de lasso n'est qu'une question de temps. Au coucher du soleil, un dernier bain dans les eaux sacrées du Mékong va clore une journée comme Long Miu n'en a pas vécu depuis fort longtemps. De retour en Chine, Bo Guangjiao et ses compagnons s'apprêtent à sortir au milieu de la nuit car la production du latex est plus importante quand la saignée s'effectue aux heures fraîches. Il s'agit de préparer de nouveaux arbres pour la récolte de la sève ou de revigorer certaines saignées plus anciennes. Cela consiste à procéder à des incisions en spirale dans l'écorce des troncs, de manière à ce que le latex, issu des canaux laticifères, puisse s'écouler dans des godets placés en dessous. La culture de l'EVA, bien qu'originaire d'Amérique du Sud, s'est fortement développée dans le sud-est asiatique, au point qu'aujourd'hui l'écrasante majorité de la production mondiale provient de cette région. Seul le nom nous rappelle son origine. Caoutchouc vient des mots indiens cao, bois, et chu, pleur, ce qui veut dire le bois qui pleure. Le lendemain, le moment est venu pour la petite coopérative du village de charger les grandes plaques de caoutchouc sur le camion de l'usine, là où s'effectuera la phase de transformation. Bo Guangjiao sera d'abord payé pour sa livraison de caoutchouc. Et après, il pourra enfin s'offrir la camionnette dont il a tant rêvé. Quant au caoutchouc, il sera d'abord nettoyé et lavé avant d'être transformé en petites bulles, puis conditionné à nouveau pour un meilleur façonnage. Il faut trouver à ce caoutchouc brut une forme et une consistance qui faciliteront son transport vers les grandes usines de traitement et de transformation en Occident, là où sont très appréciées ses propriétés d'élasticité et d'étanchéité.
Pour l'EVA, les conditions végétatives de la forêt tropicale sont idéales. Voilà pourquoi il est ici présent en abondance. D'ailleurs, cette partie du monde est devenue le plus gros producteur mondial de caoutchouc naturel. Cependant, ces dernières années, l'intensification de l'EVA-culture dans le Grand Mékong est devenue un sujet de préoccupation. Elle a pour conséquence directe l'amoindrissement de la forêt primaire et réduit très dangereusement sa biodiversité. Certaines zones surexploitées en sont déjà annonciatrices. Il faut espérer que les autorités auront la sagesse de limiter strictement les zones consenties à la culture du caoutchouc. Une semaine plus tard, dans son village au bord du Mékong, pour Bo Guangjiao, c'est le grand jour. L'arrivée de sa petite camionnette. Là, il y a le clignotant. Et là, les phares. 38 ou 39 000. Et à Kunming? À Kunming, on me l'a proposé pour 35 ou 36. Pour une communauté qui a vécu longtemps isolée dans la forêt, une telle occasion, ça se fête. Et quoi de plus naturel que de préparer des feuilles farcies de riz? C'est une activité qui se pratique avec habileté par les plus anciens, mais déjà les plus jeunes savent qu'il leur faudra tôt ou tard en apprendre les secrets. Tout le monde, amis, famille. Aujourd'hui, c'est le 12 du 10e mois, le jour le plus propice d'entre tous. Je suis enchanté que vous soyez venus partager ce repas pour célébrer ma nouvelle voiture. Je souhaite bonne fortune et santé à chacun. Et ma voiture, qu'elle soit bénie des eaux. Nous retournons en Chine, au sud de la province du Yunnan, en quête d'un sanctuaire pour éléphants. C'est au cœur du Xishuangbanna, là où le Mékong est bordé par la forêt vierge la plus dense et la plus belle, que les autorités ont installé une réserve impressionnante afin de préserver des espèces végétales et animales en voie de disparition. On y trouve près de 200 éléphants sauvages. C'est ici que l'éléphant d'Asie a la meilleure chance de rester à l'état sauvage, de se reproduire naturellement sans la crainte des braconniers et de mener sa vie en harmonie avec la nature qui l'entoure. La menace humaine éloignée, l'éléphant peut vivre selon ses propres codes et assurer la survie du groupe. Quand la matriarche doyenne, respectée de tous, porte un petit, la gestation est de 22 mois. À la naissance, l'éléphanteau peut peser jusqu'à 100 kg et mesurer près d'1 mètre. Il ne sera sevré qu'au bout de 5 ans. Un éléphant adulte consomme plus de 200 kg de végétaux par jour et pour y parvenir, parcourt une dizaine de kilomètres chaque jour. Il faut rappeler que les premiers instants après la naissance sont pour l'éléphanteau les plus dangereux de sa vie. Sorti tout juste du ventre de sa mère, il est extrêmement vulnérable. C'est rare, mais certains ne parviennent pas à survivre. La cause de décès la plus fréquente est une infection ombilicale, particulièrement coutumière au moment de la saison des pluies. C'est malheureusement le cas de ce petit. Pendant 2 jours, la mère va rester aux côtés de son bébé. Elle sait qu'il y a peu d'espoir. Mais va tout tenter pour ranimer ce petit corps inerte étalé à ses pieds.
Même la nuit, alors que les gardiens de la réserve veillent, la mère reste présente pour protéger sa malheureuse progéniture. Elle finira par l'abandonner à cause de son sens du devoir envers le reste du troupeau. Ce triste moment ne doit pas nous faire oublier que cette mort reste l'exception dans cette réserve. Ici, c'est un sanctuaire où les éléphants trouvent toutes les conditions nécessaires pour une survie harmonieuse. En revanche, en dehors de la réserve, l'espèce est très menacée. Pendant que la mère, avec une de ses filles, était restée près du bébé, le troupeau avait continué son avancée. Un éléphanteau est envoyé pour ramener la mère et la fille au sein du troupeau. C'est alors que le barrissement s'avère utile, un signal d'alarme qui, pour l'occasion, peut servir de signal de ralliement. En temps ordinaire, les jeunes mâles ne quittent leur troupeau qu'à l'âge de 14 ans pour rejoindre un troupeau de célibataires. Ils ne retrouveront les femelles que pour l'accouplement lors de la formation d'un nouveau troupeau. En Thaïlande, nous retrouvons Longwy qui s'adonne ce matin à la domestication des éléphants comme il l'a toujours fait depuis 30 ans. Certains spécialistes affirment que l'éléphant d'Asie est domestiqué depuis près de 5000 ans. Cet ami, proche de l'homme, l'a aidé à bâtir palais, édifices et temples sacrés dans tout le sud-est asiatique, comme le site d'Angkor. La durée de vie moyenne d'un éléphant d'Asie se situe entre 50 et 70 ans. Son poids varie entre 3 et 5 tonnes. Pour Longwy, ces imposants mammifères sont le centre de sa vie et c'est avec une grande dévotion qu'il aime leur enseigner, encore aujourd'hui, les gestes les plus élémentaires de leur vie parmi les hommes. Pour Kamson et sa femme, c'est bientôt l'inauguration de leur nouvelle maison. Un dernier bain et des vêtements fraîchement lavés s'imposent. Les villageois attendent avec impatience le début de la cérémonie. La communauté se retrouve pour fêter la nouvelle maison de leur chef au son de musiques anciennes et au rythme de danses païennes. La carafe contenant le lao lao est bien sûr un élément central de la fête.
Cet alcool de riz, bien de chez eux, va délier les langues. Mais il est à craindre que nombre d'échanges ne seront pas forcément compris par tout le monde. En plein cœur de la fête, Khamson s'éloigne. Depuis un certain temps, il est préoccupé. Il ne peut s'empêcher de s'interroger sur la pérennité de leur mode de vie. Pour combien de temps encore leur monde sera-t-il préservé des dangers liés à la déforestation, à une culture intensive de l'EVA, à la pollution ? L'habitat de son ethnie est en danger et il n'a pas les clés pour y remédier. Après les habitants de la forêt tropicale, le voyageur curieux peut découvrir ceux qui vivent depuis des millénaires de la pêche et de l'agriculture, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Dans cette partie du sud-est asiatique, thé, riz, fruits et légumes se nourrissent en toute saison des eaux abondantes du fleuve. Mais la modernité s'est déjà installée avec force. Elle a fait du bassin du Mékong l'un des tout premiers exportateurs agricoles du monde. Cela ne doit pas faire oublier au peuple du Mékong les défis importants étroitement liés au développement durable de la région qui les attendent.